Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est super content de vous retrouver aujourd'hui, ce mercredi, pour pouvoir discuter un petit peu avec vous autour de tout un tas de petits sujets concernant la série Harry Potter. Alors, ces derniers temps, on est très absent, on n'est pas du tout régulier sur les vidéos, etc. On s'en excuse, mais vous allez comprendre très rapidement pourquoi sur Instagram. On vous en parlera très rapidement. Et vous allez voir que tout ça, ce ne sont que des très bonnes nouvelles. Mais voilà, c'est vrai qu'on a été un petit peu dépassé par les événements ces derniers temps. Et donc du coup, on a eu un petit peu de retard. Mais bon, bref, en tout cas aujourd'hui, on est là. Et aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet qui vous plaît et qui parfois ne vous plaît pas d'ailleurs. Mais bon, on est obligé d'en parler puisque c'est l'actualité, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la série Harry Potter. Alors, vous savez, cette série, on en parle maintenant depuis des mois, enfin concrètement depuis que HBO Max a annoncé que Harry Potter serait on va dire, adapté en série télé. On en a parlé en long, en large et en travers. On a essayé de couvrir à peu près toutes les zones d'investigation que l'on pouvait couvrir. On vous renvoie à nos précédentes vidéos sur le sujet, où notamment vous présentez tout un tas de théories qu'on a pu avancer sur tout ce qui a conduit en fait à la mise en place de cette nouvelle stratégie de la part de la Warner Bros. De réadapter donc avec l'accord et la complicité de J.K. Rowling une œuvre aussi extraordinaire, aussi large que Harry Potter, mais cette fois-ci en série télé. Alors, on vous avait dit aussi dans un certain nombre de vidéos qu'il fallait toujours être extraordinairement méfiant par rapport à tout ce qui pouvait être dit en long, en large et en travers, en disant « ouais, mais ça y est, le casting, il est fait, etc. » Bon, nous, on a toujours été prudents, on n'a pas voulu tomber dans le piège de vous dévoiler 50 000 castings tous les 4 matins. Vous avez même fait toute une vidéo sur ce sujet-là en vous disant effectivement qu'il fallait être très prudent vis-à-vis des informations. Certains médias spécialisés, on va dire, dans le monde de Harry Potter, dans le monde des séries, semblaient expliquer que le casting était déjà fait, que les choix étaient déjà faits, que tout avait été réglé, etc. et tout. Enfin bon, bref, nous on était mais ultra sceptiques sur tout ça. Enfin, on avait vraiment un peu de mal à y croire. Il y avait certaines rumeurs qui étaient plus ou moins séduisantes, mais voilà, c'est pas parce qu'une rumeur est séduisante que, au final, elle s'avère être réelle. Et là, en l'occurrence, à ce stade, en tout cas pour le peu qu'on en sache, et pour le peu qui a été dévoilé, toutes les rumeurs que l'on connaît actuellement et qui traversent, on va dire, nos réseaux sociaux et les sites internet H24 sont pour l'instant totalement fausses. Donc, une fois qu'on est parti de ce principe-là, on va pouvoir un petit peu regarder ce qui se passe dans l'actualité, puisqu'il y a quand même quelques petites choses qui ont bougé, et notamment au travers de David Heyman. David Heyman, vous le savez, qui a été pendant très longtemps, et dès le début d'ailleurs, le producteur des films Harry Potter et des Animaux Fantastiques, et qui aujourd'hui, maintenant, va s'occuper un petit peu de la série télé. En tout cas, on ne connaît pas encore exactement son rôle. Certains disent qu'il est producteur, d'autres qu'il sera producteur exécutif. En tout cas, le fait est qu'il est quand même, on va dire, dans le processus de création de cette série, ce qui est plutôt en soi une bonne nouvelle à notre sens, puisque c'est quelqu'un quand même qui connaît très bien la saga et qui, a priori, a quand même l'habitude de travailler avec J.K. Rowling depuis maintenant une vingtaine d'années. Donc, nous, ça nous rassure. Maintenant, après, on verra évidemment ce qu'il en sera. Mais il a donné un certain nombre de petites nouvelles pour expliquer un petit peu où on en était. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un contexte dont on a commencé à vous parler dans certaines vidéos, mais qu'on n'a pas eu le temps de vraiment explorer pour toutes les raisons qu'on va vous dévoiler incessamment sous peu sur Instagram. On n'avait pas eu le temps de vous dévoiler tout ça. Mais c'est vrai que la question de la grève des scénaristes, c'est une question qui plane un petit peu. On va, en tout cas, avec toute cette grève, etc., sur globalement tous les gros studios de production, que ce soit la Warner, que ce soit Disney, que ce soit Universal, que ce soit d'autres diffuseurs et producteurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma est un petit peu à l'arrêt, ce qui fait qu'on risque de se retrouver dans une situation qui va ressembler plus ou moins à ce que l'on a connu pendant la crise du Covid-19, c'est-à-dire une industrie qui est pas à l'arrêt total, mais quasi totalement à l'arrêt, et sur le fait que beaucoup de séries télé, de films, etc. sont aujourd'hui impactés, ne sortiront pas de toute façon aux dates prévues. On sait par exemple que la Warner Bros. A dû, la mort dans l'âme, reculer la date de sortie de Dune 2 sur laquelle ils essayaient quand même de grappiller quelques dizaines de millions de dollars, pour la simple et bonne raison que malheureusement, effectivement, les grèves font que c'est compliqué. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie d'Hollywood est partie dans une espèce de logique, alors qui était à la fois prévisible et en même temps qui est
quand même un petit brin hypocrite. Alors, on comprend cette grève parce que d'un côté, c'est vrai que certains acteurs ne sont absolument pas payés, que le boulot à Hollywood est extrêmement complexe et très difficile. Ça, c'est quelque chose qu'on savait. On sait que ceux qui sont en charge des effets spéciaux, ceux qui sont en charge des scénarios, mis à part si voilà, ce sont des grosses stars, c'est vrai qu'ils sont payés vraiment au lance-pierre. Hein. On peut vraiment utiliser cette expression de lance-pierre et on peut imaginer évidemment que, ce sont des situations qui sont assez compliquées. Quand vous travaillez sur des grosses franchises de cinéma et que vous percevez un salaire qui est juste à proprement parler indigne, on peut évidemment imaginer que tout ça est compliqué. Alors après, c'est vrai que c'est hypocrite parce qu'on a l'impression que tout le monde est en train de découvrir le poteau rose, alors qu'en réalité, en fait, même si vous regardez tous les films qui ont été faits sur l'industrie du cinéma, que ce soit Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino, que ce soit La La Land, etc. Enfin, tous les films qui traitent de l'industrie du cinéma montrent à quel point il est difficile, par exemple, d'être acteur ou de travailler dans l'industrie. Il y a un très très beau film qui s'appelle The Holiday avec Kate Winslet notamment et Jude Law aussi d'ailleurs, et puis Colin Firth et Cameron Diaz, mes souvenirs sont exacts, où justement en fait on voit un vieux petit monsieur qui lui fait toutes les bandes originales des très très grands films, etc. Et ce petit monsieur a été complètement oublié par Hollywood, vit dans une petite maison au fin fond de la Californie. Alors certes il est à Los Angeles, il est pas très loin de Beverly Hills, mais voilà, c'est une petite maison, c'est voilà, et un monsieur qui a été un petit peu oublié. Mais en fait tous les films qui parlent de l'industrie d'Hollywood racontent cette histoire et racontent cette logique en fait qui fait que effectivement Hollywood est une industrie un peu comme toutes les industries, qui est très compliquée, mais voilà, que dans le divertissement, on sait très bien que voilà, tout le monde veut être acteur, mais beaucoup d'appelés et peu de reçus. Malheureusement, c'est souvent comme ça que les choses tournent, et donc voilà, il y a un peu d'hypocrisie à tout découvrir maintenant, ce qui ne remet pas en cause, évidemment, que certaines revendications sont parfaitement légitimes et que tout travail mérite un salaire absolument digne et qu'il n'est pas possible aujourd'hui que certains figurants gagnent des sommes qui sont juste complètement aberrantes d'un point de vue humain. Ça, là-dessus, on est absolument d'accord. Le fait est que, évidemment, ça pose tout un tas de questions sur qu'est-ce qui va se passer un petit peu pour les séries, pour les films, et notamment pour Harry Potter, ainsi que les animaux fantastiques. Éventuellement, ça pose un certain nombre de questions. Alors, on ne va pas traiter du sujet des animaux fantastiques dans cette vidéo, parce que déjà, on l'a pas mal traité. En fait, il n'y a pas grand-chose de nouveau, mais on vous sortira une vidéo peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après, le temps qu'on vérifie un certain nombre d'informations et qu'on ait 2-3 retours sur des petites questions. Mais en gros, sur les animaux fantastiques, il n'y a rien qui bouge vraiment, pour la simple et bonne raison qu'à ce stade, on va dire, toutes les déclarations qui sont sorties ces derniers temps, c'était des déclarations de David Yates, et nous, on n'est pas véritablement étonné du fait que David Yates soit plus ou moins écarté à ce stade du processus créatif, mais voilà, on vous fera une vidéo spécifiquement consacrée là-dessus. Là, aujourd'hui, on veut vraiment vous parler de la série. Donc, la série, à ce stade, n'est pas impactée par la grève. On a déjà vu des trucs disant, oui, mais la grève impacte la série Harry Potter qui ne sortira pas avant 2026 ou 2027. C'est totalement faux. À ce stade, les productions qui se déroulent en Angleterre ne sont a priori pas du tout ou très peu touchées par évidemment tout ce qui est grève aux États-Unis. Il faut savoir que par exemple la série donc dérivée de Game of Thrones, la série préquelle, House of Dragons, elle continue à s'acheminer vers une fin de production. Je crois que le tournage est en train de se terminer, que la post-prod a déjà commencé pour donc la série qui est diffusée en France sur Amazon Prime et qui est produite évidemment par la Warner Bros. Donc là-dessus, il n'y a pas de difficulté. À partir du moment où vous jouez avec des acteurs anglais et des scénaristes et des équipes de production anglaises, il n'y a absolument aucun problème. Il y a peut-être quelques problèmes sur la post-prod, mais qui vont vite se régler, parce que si c'est trop la grave aux États-Unis, ne vous inquiétez pas, les studios ont toujours la solution et se tourneront par exemple vers des studios asiatiques ou des studios indiens qui feront ça peut-être un petit peu moins bien que les studios américains, mais en tout cas, vous vous inquiétez pas, quand il y a quelqu'un qui se met en grève, il y a toujours quelqu'un pour le remplacer. C'est le principe des industries aux États-Unis, c'est pas nouveau. Quand les contrôleurs du ciel se sont mis en grève, du jour au lendemain, il y a une trentaine d'années, ils ont été remplacés par du militaire au contrôle aérien, et puis point barre, ça a été comme ça. Et voilà, le droit social américain n'est pas du tout le droit social français, et ça, c'est, on va dire, pour les industries, quelque chose qu'ils savent parfaitement exploiter. Là, en l'occurrence, c'est vrai que concrètement, on n'a pas trop de risques sur la série Harry Potter parce que, comme le dit David Heyman, à ce stade, ils en sont vraiment à un stade
très très peu avancé. Enfin, franchement, ils n'ont même pas recruté de scénariste à ce stade. Alors, on n'est pas franchement étonné pour la simple et bonne raison que l'annonce clairement de la série a été faite en totale précipitation. On vous l'avait dit, c'était un peu amateur, donc bon, on pouvait imaginer qu'effectivement ils avaient topé, mais qu'il n'y avait rien qui a été très concret. Donc là maintenant, on a la confirmation du fait que rien n'est concret, que rien n'a pour l'instant véritablement commencé à avancer, et ça va avancer dans les prochains temps. Par contre, ce qui est assez intéressant, et c'est la deuxième information, celle sur laquelle on veut passer, on va dire entre guillemets, un petit peu de temps avec vous, c'est évidemment le sujet qui fâche, c'est la question budgétaire. Vous savez, la question budgétaire dans l'industrie du cinéma, elle est aujourd'hui devenue centrale. Pourquoi ? Parce que on voit bien que les films aujourd'hui, tout comme les séries, doivent se réinventer pour, on va dire, identifier un véritable modèle de fonctionnement et surtout un modèle qui soit périn d'un point de vue financier. Et ça, c'est l'une des très très grosses complexités aujourd'hui pour toute l'industrie. On vous en a déjà parlé dans un certain nombre de vidéos qui étaient consacrées à la question, par exemple, des secrets de Dumbledore et du résultat au box-office. On voit bien qu'aujourd'hui, les nouvelles tendances de communication, que sont le streaming, que sont effectivement l'achat en VOD, etc., viennent totalement bouleverser un marché qui, aujourd'hui, est complètement perdu et perd ses petits. Ce qui fait que les questions de budget, aujourd'hui, quand vous mettez 250 ou 300 millions de dollars sur un film, vous avez la quasi-certitude qu'il ne sera absolument pas rentabilisé une fois que vous déduisez toutes les sommes pour le marketing, etc. Aujourd'hui, c'est très très difficile de rentabiliser un film. On le voit bien, le box-office nous montre quasiment malheureusement tous les jours pour les industries du divertissement, et c'est quelque chose qui est aujourd'hui, très sincèrement, extraordinairement inquiétant. Et on voit bien d'ailleurs que même les plateformes de streaming se tournent aujourd'hui vers des offres où ils proposent entre guillemets des espaces de publicité à des annonceurs, parce que malheureusement il n'y a techniquement absolument aucun autre choix et qu'il faut bien en passer par là, puisque aujourd'hui seul l'annonceur peut entre guillemets financer véritablement des projets, et ça c'est devenu évidemment un point qui n'était pas prévu au développement, on va dire, des plateformes de streaming, en tout cas pas à ce stade-là, mais forcément avec la crise maintenant c'est obligé, puisque même certaines séries qui pourtant sont ultra regardées, qui génèrent une très grosse communauté de fans derrière, comme Stranger Things, etc., ne rentrent pas dans les budgets de fonctionnement qui permettent une rentabilisation, on va dire, suffisamment efficace pour les plateformes de streaming. Donc on est presque sur de la vente à perte, ce qui aux États-Unis est autorisé, ce qui en France par exemple ne serait absolument pas permis si on était sur une industrie tout à fait classique. Là en l'occurrence, c'est vrai que les plateformes de streaming sont obligées de revoir complètement leur modèle et complètement leur copie. Donc la question du budget, encore une fois, elle est centrale. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va vous permettre de vous donner grosso modo une petite idée de ce à quoi va pouvoir ressembler la vidéo. La série télé en fait. Désolé, on est un petit peu fatigué, on vous expliquera pourquoi, mais encore une fois, ce n'est que du bonheur. Alors, on a, pour essayer de contextualiser un petit peu les annonces de David Heyman, on a décidé un petit peu aussi de vous remettre dans le bain de ce qu'est véritablement aujourd'hui un budget de série télé. Alors, David Heyman, il a expliqué que globalement, on serait sur un budget qui tournerait aux alentours des 125 millions d'euros pour la première saison. En tout cas, après, on verra évidemment pour les autres saisons qui coûteront naturellement plus cher, parce qu'évidemment, il y aura toujours plus d'acteurs, les acteurs seront de plus en plus payés, etc. Donc ça, c'est plutôt quelque chose d'assez logique. Mais voilà, il a déjà annoncé que normalement, on serait sur un budget de 125 millions d'euros, c'est-à-dire un budget qui serait légèrement supérieur au budget qui est actuellement alloué donc à la série phare de HBO, qui est évidemment House of Dragons. Alors, on va se dire les choses de manière très très claire. 125 millions d'euros, quand on le dit comme ça, c'est vrai que ça fait un petit peu le gros tirage à l'euro million, et chouette, on va pouvoir s'acheter une jolie maison. 125 millions d'euros, c'est énorme. Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'on est aujourd'hui sur une industrie, comme on vous le dit, qui a du mal à rentabiliser ses films. Et en même temps, 125 millions d'euros, c'est en fait la moitié, autant se le dire, c'est la moitié du budget d'un film. Bon. Après, c'est vrai qu'une série, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que, par exemple, quand ils ont développé Harry Potter, si on parle d'Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé, ou si on parle de Harry Potter et la Relique de la Mort, déjà, les salaires de certains acteurs étaient très chers. Et puis surtout, c'était des mois et des mois et des mois de production. Juste pour vous donner un ordre d'idée, rien qu'installer la cabane de Hagrid en Écosse, c'était 5 mois de travaux. On a du mal à imaginer les choses. Il y avait 5 mois de travaux entre la conception, la réalisation et la mise en place du décor.
Juste pour ça, c'était complètement dingue. Alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les séries télé, elles sont maintenant tournées pour les 3/4, soit dans des studios, soit elles sont tournées sur des espèces d'écrans, comme c'est le cas par exemple pour les séries Star Wars, qui sont des écrans circulaires, qui permettent d'offrir de la profondeur et qui donc du coup permettent aux spectateurs de se projeter, on va dire, dans un univers un peu différent et dans un univers qui soit presque très réaliste. C'est vrai que Mandalorian, par exemple, de Star Wars, on a le sentiment quand même effectivement d'être dans des vrais décors, alors que ce n'est absolument pas le cas, ce qui fait qu'il y a une réduction des coûts de production et surtout on n'est plus sur des productions qui durent pendant 8, 9, 10 mois. Enfin ça c'est très très rare, mis à part pour certaines énormes séries. Concrètement aujourd'hui il y a autant de tournage que de post-production, c'est-à-dire qu'ils font 2-3 mois de tournage, ils font 2-3 mois de post-production, paf, ils vous sortent la série. C'est un truc comme ça qui tourne quand même de manière assez régulière et qui tourne assez bien. Certaines séries évidemment demandent un petit peu plus. Alors 125 millions d'euros globalement, ça va mettre, enfin 125 millions de dollars, donc on va dire 122 millions d'euros, si mes calculs sont à peu près bons, ça va mettre grosso modo la série Harry Potter dans le top 10, à peu près à la 4e ou 5e place des séries les plus chères de l'histoire de l'industrie. Alors évidemment, il y en a une qu'on ne peut pas battre, clairement, c'est la série Lord of the Rings, vous savez, Rings of Power, qui est sorti donc sur Amazon Prime et qui a été un échec en termes à la fois de critique et aussi en termes d'audition, puisque l'auditorat de Rings of Power a été très mauvais et surtout les retours a été très mauvais. Bon, soyons honnêtes, ils ont aligné pour la première saison 465 millions de dollars. Alors c'est vrai que les décors étaient superbes, les costumes étaient superbes, la musique était superbe, on avait l'impression de voir des cinématiques de Final Fantasy, enfin bref, tout était fait, mais c'est vrai que concrètement, ils ont, comme le dirait l'expression assez populaire, ils ont craqué le slip de manière assez évidente pour en arriver à une somme de 60 millions d'euros par épisode, ce qui est la série la plus chère jamais réalisée, mais comme quoi c'est pas parce que vous mettez un gros budget que votre série va être réussie. Ensuite, on sait qu'il y a Stranger Things. Stranger Things, la saison 4, qui a donc été la dernière saison à être diffusée à ce stade, a coûté 270 millions d'euros, à peu près 30 millions par épisode. Là, on sait que le salaire, par exemple, de l'actrice principale, Molly Bobby Brown, prend énormément d'argent par épisode, puisque certaines rumeurs la placent entre 2 et 3 millions d'euros, ce qui globalement fait à peu près 10% juste d'un épisode, et avec évidemment beaucoup de post-production derrière. Donc là-dessus, rien d'étonnant, mais encore une fois, 270 millions d'euros, ça n'a pas permis à Netflix de rentrer, on va dire, dans ses frais par rapport à tout ça. Ensuite, vous avez les séries Marvel. Alors les séries Marvel, ça c'est un peu compliqué à aborder parce que Marvel ne communique pas beaucoup sur ses chiffres, et surtout en fait ils ont un format qui est assez différencié, c'est-à-dire vous allez avoir certaines séries qui vont être à 10 épisodes, d'autres qui vont être à 6, donc c'est un peu compliqué, mais globalement la plupart des médias s'accordent à dire qu'on est entre 20 et 25 millions d'euros globalement par épisode, plus proche des 25 millions d'euros, notamment pour certaines séries qui impliquent des très gros acteurs, comme ça peut être le cas pour WandaVision, comme ça peut être le cas par exemple pour Loki. Là on est effectivement plus sur du 25 millions, et donc en fonction du nombre d'épisodes, que ce soit 10, 6 ou 9, concrètement là-dessus vous multipliez, vous avez à peu près le résultat, mais c'est vrai que ce sont des séries qui coûtent très cher à produire, mais parce qu'il y a une qualité d'acteur qui est très bonne, à défaut d'une qualité scénaristique d'ailleurs, mais c'est vrai que généralement ils arrivent quand même à refaire venir leur petit loupio, comme ça a pu être le cas par exemple avec Elizabeth Olsen, ou assez récemment l'interprète donc de Bruce Banner, ou également l'interprète par exemple de Captain America. Enfin bref, il y a tout ça qui est en train de se mettre en place chez Marvel. Alors sans scénario, mais au moins ils y arrivent et ils font, on va dire, quand même des séries qui sont plutôt regardées, mais qui coûtent très très cher. Ensuite, ce qui est le plus proche, évidemment, donc comme on vous le disait, c'est House of Dragons et Game of Thrones. Game of Thrones, c'était à peu près 15 millions par épisode. House of Dragons, on est à peu près à 20 millions par épisode. Et juste derrière, vous avez The Crown, donc la série sur la reine d'Angleterre, qui, elle, tourne aux alentours des 10 à 13 millions de dollars par épisode. Donc, globalement, on va dire qu'on se situe entre Marvel et House of Dragons en termes de capacité. Alors, à ce stade, c'est difficile de dire « ouais, c'est un budget qui est énorme, etc. » parce qu'en fait, on ne connaît pas le nombre d'épisodes. Évidemment, si on est sur une série à 30 épisodes, 125 millions d'euros, bon, ça va pas être extraordinaire, on va se le dire assez honnêtement, et ça risque même d'être assez pourri. Mais bon,
va se rassurer entre nous, 30 épisodes, ça n'existe pas sur le marché de la série télé. Donc on va être plutôt, nous, vous savez, on a toujours tablé sur quelque chose entre 8 et 10 épisodes, hein, on est globalement là-dessus, 12 au maximum, pour adapter surtout en plus Harry Potter à l'école des sorciers, qui n'est pas non plus on va dire, le livre le plus complet qui soit de la série. Donc là-dessus, bon, j'ai pas trop d'inquiétude là-dessus, mais bon, le fait est que effectivement, on est quand même globalement, on va se le dire entre nous, sur quelque chose, on va dire, d'assez classique en termes de chiffres maintenant, avec effectivement quelque part un budget situé aux alentours de 20 millions d'euros globalement sur la série. Donc ça, pour nous, c'est quelque chose qui tourne plutôt pas mal. On va dire que le casting, c'est peut-être pas ce qui prendra le plus cher. Hein. Bon, nous, quand on entend les gens qui disent « Ah bah ouais, mais c'est sûr, il y aura Adam Driver, c'est sûr, il y aura David Tennant, etc. » Les gars, attention. Une série, c'est franchement pas non plus quelque chose d'absolument titanesque qui demande, on va dire, des acteurs complètement dingues. Donc c'est quand même assez peu probable qu'ils alignent un très très gros casting là-dessus. On vous l'a toujours dit, il faut être très méfiant sur ces rumeurs. Mais pour nous, déjà, on se satisfait quand même de ce chiffre qui est quand même déjà un bon chiffre. Donc encore une fois, 125 millions de dollars, ça paraît énorme. C'est vrai que ça l'est pour une série télé. Maintenant, dans les standards, j'ai envie de dire, on est plutôt dedans. Alors, il faut aussi se dire que c'est peut-être pas le budget qu'on attendait. C'est peut-être pas le budget qu'on attendait. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que concrètement, s'il n'y avait pas eu la situation économique dans l'industrie d'Hollywood, plus la situation économique globale, hein, d'ailleurs l'inflation, etc., et si la Warner n'était pas dans la situation dans laquelle elle est actuellement, c'est-à-dire à la limite de la faillite, hein, parce que malheureusement le système Barbie ne va pas suffire, entre guillemets, pour l'instant à remplir les caisses sur les prochains trimestres pour ravir les actionnaires. Concrètement, nous, on s'attendait plutôt à un budget qui aurait tourné aux alentours des 250 millions de dollars, entre 200 et 250 millions de dollars. On ne va pas dire qu'on est déçu, on n'est pas étonné. Pourquoi ? Parce qu'il ne faut pas prendre trop de risques. On vous explique pourquoi. La situation de la Warner aujourd'hui, c'est de se planter concrètement sur à peu près tous les films, mis à part sur Barbie globalement, et surtout de ne réussir à en rentabiliser aucun. Donc vous avez les actionnaires là qui vont commencer à attendre la Warner au tournant, et s'ils se merdent par exemple sur la série Harry Potter et que les chiffres d'écoute en streaming de la série ne sont pas aussi bons que ce qui a été espéré ou sont en demi-teinte, et bien évidemment, les actionnaires vont commencer à se poser un certain nombre de questions. D'où la nécessité pour la Warner Bros. De faire un investissement minimum pour viser une rentabilité maximum. C'est le principe. Évidemment, s'ils avaient voulu faire un truc absolument nickel, etc., ils auraient aligné un paquet de fric pas possible, comme l'a fait Amazon pour le Seigneur des Anneaux. Bon, déjà, ça n'aurait pas garanti la qualité scénaristique des choses, mais on aurait pu imaginer effectivement qu'il y aurait eu plus d'effets spéciaux, plus de gros acteurs, etc. Là, en l'occurrence, l'idée, ça va être vraiment de fournir un matériel, on l'espère, de très grande qualité, comme J.K. Rowling sera évidemment très à cheval sur la fidélité au livre. On peut imaginer que ce sera de très grande qualité, mais peut-être qu'il ne faudra pas s'attendre à un niveau d'acteur comme ce que les rumeurs pouvaient annoncer avec, encore une fois, Adam Driver, juste parce qu'il a les cheveux longs et qu'il est brun, ou David Tennant, parce que, c'est un personnage qui est aujourd'hui très très à la mode. Donc nous on voulait là-dessus être assez clair avec vous, c'est un très beau budget, mais c'est un très beau budget aussi qui veut dire quelque part qu'il y a une pression absolument folle du pouvoir économique sur la Warner Bros. Qui nécessite évidemment qu'on mette en place une rentabilité maximum. Alors à ce stade, on n'a aucune nouvelle évidemment d'une potentielle date de sortie, c'est beaucoup trop tôt. 2024, ça nous semble extraordinairement ambitieux. 2025, ça nous semble aussi un petit peu ambitieux, mais pourquoi pas ? Mais par contre, évidemment, pour ça veut dire qu'il va falloir rentrer en tournage assez rapidement. David Heyman a l'air de dire qu'à ce stade, ils en sont vraiment qu'au début, qu'il n'y a pas de scénariste. Donc ça veut dire que s'il n'y a pas de scénariste, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose qui avance. Donc on peut évidemment imaginer que franchement, on sera plutôt sur une diffusion fin 2025, voire début 2026, c'est très loin. Mais entre les grèves au niveau de l'industrie d'Hollywood qui risquent d'impacter un petit peu tout le système de post-production, etc., plus tout ce qui peut se passer autour, malheureusement, on peut imaginer évidemment que ça mette un petit peu de temps. Mais évidemment, on vous tiendra
toujours au courant, mais voilà, c'est vrai qu'à ce stade, on est encore à un stade un petit peu avancé pour pouvoir s'exprimer sur une éventuelle date de sortie. En tout cas, voilà, on voulait revenir sur cette question du budget pour vous recontextualiser un petit peu les choses. Donc, comme vous le savez, c'est un très bon budget. On est dans le top 10, évidemment, des budgets qui sont consacrés à des séries télé, donc ça, c'est plutôt pas mal. Et en plus d'être dans le top 10 de ce qui est consacré aux séries télé, on va avoir quand même un budget par épisode qui est plutôt sympathique, encore une fois, sur un livre qui compte assez peu de pages et donc qui est facilement, ou tout du moins relativement facilement, adaptable en 8 ou 10 épisodes, donc c'est plutôt vraiment pas mal. Autre information évidemment qu'on vous a donnée, c'est recontextualisé par rapport à la situation économique de la Warner qui en soi nécessiterait une vidéo spéciale sur le sujet, mais à ce stade, nous n'avons pas le temps de vous en parler. Bref, en tout cas, samedi, vous aurez le podcast, on ne vous l'a pas publié samedi dernier, mais parce qu'on avait une très bonne raison de ne pas le faire, mais voilà, cette semaine, vous l'aurez, c'est promis, j'aurai craché, et donc on vous attend dans les commentaires pour que vous nous disiez évidemment tout ce que vous en pensez. Donc on vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de semaine, et on se retrouve très très bientôt.